Hey, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous accompagnent à ce troisième quiz au jeu Thémis le quiz. C'est une émission qui nous fera découvrir qui connaît le mieux l'histoire de notre beau coin de pays. Histoire de mettre un peu de pression avec mes deux partenaires. Durant l'épisode d'aujourd'hui, deux candidats se disputeront les honneurs. Je vous les présente à l'instant. Hein? On a deux gars aujourd'hui, deux Jean-François à part de ça. Jean-François Bonjour. Fortin. Bonjour Jean-François, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Un Oui. peu nerveux, mais Ça vient à avec. notre possible, comme on dit. C'est bon. Puis Jean-François Trahan, ça va bien aussi? Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'amène à participer au quiz sur l'histoire du Témiscamingue? Ben, en fait, on m'a approché de façon assez directement. Donc, fait que. Puis moi, ben, je suis un intéressé de l'histoire quand même. J'ai travaillé 5 ans quand j'étais étudiant dans des sites historiques, dont le TI de Draper et la maison du frère Moffett. Fait que je connais bien mon histoire, mais encore là, je sais que M. Trahan, c'est un ferré aussi de l'histoire. Donc, voilà, C'est bon. je suis là. Ça y est, Je suis là. histoire ben, de mettre de la pression aussi sur l'histoire- l'autre la porte était Jean-François. ouverte, je suis rentré et me v'là parmi vous. Ben, merci d'être avec nous autres. Et M. Trahan, hein, dit l'autre Jean-François. Oui, ben moi, c'était. Écoute, il y a eu une annonce à la radio comme quoi il manquait des participants depuis que le concours était lancé, que ça me tentait. Fait que j'ai dit, bon, ben, regarde, c'est On essaye ça. ça, on va y aller, puis on va espérer pas avoir de l'air trop niaiseux. Je suis pas inquiet du tout. C'est votre serviteur ici qui a cette capacité-là le plus en avant de vous. Ah. Et puis, trop. ça va bien. Ça va très bien. Puis, je vous remercie de participer à ce Ça fait quiz-là. plaisir. Dans le jeu d'aujourd'hui, il va y avoir des questions de différentes catégories, hein, sous différents thèmes. La colonisation, les municipalités, les réserves, les femmes, l'éducation, la vie d'autrefois, puis encore plus. Quand on dit les femmes, on pourrait dire les hommes aussi, là, mais ça, c'est une autre affaire. Ça. Je vous rappelle que chaque question régulière donne droit à 1 point. Les questions spéciales valent 2 points. Et la question Bonnie offrira 3 points. Le gagnant de ce match se qualifiera pour un match de la demi-finale. Et qui sait, peut-être se rendra-t-il à notre grande finale, parce qu'on a des prix. Et de beaux prix d'ailleurs, je vous dirais, parce que durant tout le parcours, il va y avoir l'élimination, mais la finale va amener un gagnant. On a à travers ça des cadeaux du Rift, des laissez-passer au cinéma et 2 billets à aller voir Catherine Levac. C'est pas rien. On a 50 $ de chez Logitem. Merci à Logitem. 100 $ de l'Éden Rouge. 500 $ de chez Bonanza Fourniture à New-Lescurd. Ainsi que des cadeaux de la Société d'histoire du Témiscamingue et de Télé-Témis, 2 partenaires dans la création de ce quiz. Là-dessus, j'aimerais ça qu'on vérifie les boutons, le fonctionnement des boutons pour être certain qu'il n'y a pas de triche et tout ça. Attendez ce moment. Merci. Fonctionne. C'est 2 tonalités différentes, là, mais moi, qui aurait dit, hein, ça a l'air que j'ai Ça pas peut d'oreille. t'intimider, c'est moi le plus grave. C'est c'est bon. Fait qu'on commence immédiatement les questions. Question numéro 1, question à choix de réponse. Dans un canot, on avait un équipage de 6 à 8 hommes. Le responsable à l'arrière était appelé le gouvernail et l'homme à l'avant le pointeur. Comment appelait-on les hommes au milieu? A. Les gros bras. B. Les mangeurs de l'or. Ou C. Les rameurs. Les Jean-François. rameurs. Les rameurs, mauvaise réponse, je suis désolé. C'était B. Les mangeurs de l'or. La viande de porc salée se conservait très... C'était piège un peu, hein? Ouais, les ouais. gros lords. Non, les gros bras. Mais la viande de porc salée se conservait très longtemps et se transportait facilement. Elle servait de principale nourriture pour ces hommes. Ouais, ça. Prochaine question. À part les Algonquins, plusieurs groupes de voyageurs ont sillonné le lac Témiscamingue. A. Les coureurs des bois et les bûcherons. B. Les missionnaires. C. Les militaires. D. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, effectivement. Ouais. Moi, je suis surpris quand je vois les militaires à travers de ça, Les mais... militaires, t'as beaucoup de villes en Abitibi qui ont des noms de régiments, là, parce que je me souviens plus. Ouais, il avait été, ça dans le temps de la Franche, quoi.
puis ils étaient venus repousser les Anglais par le nord. OK? Puis on passait Ouais. par le lac Témiscamingue. Entre autres, pour monter, parce que c'était les voies navigables les plus faciles pour Exact. monter jusque dans le nord. En tout cas, là, j'ai pas de précision Non, là-dessus, non, non, non. mais en tout cas, Dans il y a les- des gens qui pourraient en étendre. préciser davantage. Mais sur merci. On prend. Oui, je vous invite d'ailleurs à donner, si vous avez des histoires, ou même si c'est pas. Ce n'était que des rumeurs. Moi, j'apprécie. Question suivante. Quand a été célébrée la première messe dans l'église de l'abbé des Pères? A. Noël 1926. B. Juillet 1835. Ou C. Noël 1887. Jean-François ça. Fortin. Je dirais juillet 1835. Non, désolé. Non? Noël 1887. 1835, mais oui, ça fait. Je suis content de ne pas avoir cet âge-là. Je dis tout le temps, je suis vieux un peu. Question numéro 4. Qui a été nommé le premier supérieur de la mission Saint-Claude? A. Le père Pian. B. Le père Mourier. C. Le père Nedlec. Le père Pian. Le père Pian. Bonne réponse. Exact. Pendant longtemps, au début de la colonisation, Témiscamingue, la ville, fut connue sous quel nom? A. Aux Trois Petits Sauts. B. Le Long Saut. C. Témiscamingue Sud. Le long saut. Le Long Saut. Exact. Ce nom lui était donné à cause des rapides qui obligeaient le voyageur à faire de longs portages. Question. À choix de réponse toujours. Quel était le travail d'un officier de surveillance en 1925 à Lorrainville? Je suis content, j'étais pas né là. Oui, j'étais à Lorrainville, mais... A. Un policier municipal. B. Un policier de la boisson. Ou une personne désignée par le médecin pour placarder d'une affiche les maisons abritant des cas de contagion. Je Jean-François dirais Fortin. un policier de la boisson. Ça aurait pu, hein, mais non, c'était C. C'était la personne désignée par le médecin pour placarder en cas de contagion. À Lorrainville, là, pour parler de ça, t'avais pas tort, parce que moi, j'ai entendu des histoires de carnaval où il y avait la prohibition, puis ils passaient les caisses de boissons par en dessous du véhicule. Ouais, je sais que la religion les Richelieu, ça- était très forte à cette époque-là, puis la boisson et la religion, c'est deux choses qui sont toujours confrontées dans l'histoire de l'humanité. Oui, oui. Publiquement. Il y a une question spéciale qui s'en vient, mais avant, pour un point encore, quel grand apport les Sœurs Grises ont-elles fourni au développement de la communauté témiscamienne? A. Premier hôpital et premier orphelinat. B. Première école. C. L'agriculture. Ou D. Toutes ces réponses. Jean-François Tran. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Effectivement, l'apport des Sœurs Grises est fort. On parlait de la religion tantôt, puis effectivement, oui. La question spéciale, ici, on a une image que les gens vont voir dans leur téléviseur. Cette question vaut 2 points. Puis il y a un droit de réplique si l'opportunité venait. Vous voyez 2 bâtiments sur cette image. Voici ma question. Dans quel village retrouve-t-on cette église et ce presbytère? Jean-François Fortin. Sainte-Eugène de Guigne. Mauvaise réponse. Mais bonne tentative. Jean-François Trahan, droit de réplique. Lorrainville. Lorrainville, non plus. Non. Saint-Bruno de Guigue. Lorrainville avait un clocher en rond dans ma souvenance, mais effectivement, la différence, la grosseur du presbytère et tout ça, c'est proche. Saint-Eugène, c'est vrai aussi, la façade en bois de... Ben, pas la vieille brique, le vieux papier brique dans le temps, là, qui avait brûlé. Ouais, ben après, en même temps, le presbytère, il se base ici de l'église quand tu rentres dans le village Aussi. de Saint-Eugène. Ah oui. C'était... Petite anecdote, vous parliez qu'on pouvait dire des anecdotes. C'est Oui, mon on peut. arrière-grand-père qui a fait en sorte que le clocher d'église de Lorrainville ne s'effondre plus. Puis Ah il est ouais? encore debout, regarde. Il s'était Du côté de effondré. du Farley. Ouais, c'était effondré à 2 reprises avant que ce soit lui qui prenne le contrat puis que OK. ça tienne. Mais bon, Que ça tienne. c'est ce que. Encore là, j'ai pas rien pour confirmer tout ça. Les Fortins construisaient solidement. C'est les histoires du village. Oui. Dans la majorité des Des Farley, villages... c'était des Farley en fait. T'as des Farley? Je tiens à préciser. Oui, c'est Les correct. Irlandais. On va nous le dire tout à l'heure si tu ne corriges pas. Dans la majorité des villages,
La première école servait également de chapelle. Vrai ou faux? Jean-François Tran. Faux. Faux. C'était vrai. Le dimanche, les paroissiens sortaient les bancs et les pupitres pour transformer l'école en chapelle. Quand il arrivait aussi, j'ai l'impression que le temps de la construction et tout ça, ça devait aller vite pour ça. En moyenne, jusqu'à quel âge les élèves fréquentaient-ils l'école autrefois? A. 16 ans. B. 13 ans. Ou C. 10 ans. Jean-François 13. Fortin. 13 ans, exact. B. Les garçons travaillaient au chantier avec le père. Les filles aidaient leur mère à la maison. 13 ans d'école. En moyenne. Parce qu'aujourd'hui, je pense 16, c'est peut-être pas la moyenne. Ouais. Quelle période coïncide avec le réveil des marmottes et des ours? Avec l'arrivée des corneilles et le gonflement des ruisseaux? A. Le temps des sucres. B. Le temps des semences. C. Le temps des fêtes. Le temps des sucres. Le temps des sucres. Oh, oui. Qu'est-ce que l'on appelait autrefois une pleureuse? A. Une vieille fille. B. Le voile de deuil porté par une veuve. Ou C. La sirène du camion de pompiers. Monsieur Fortin? Le voile, la femme. Je suis En désolé, deuil, non? c'est une vieille fille. C'est, aujourd'hui, il ne faudrait plus appeler ça comme ça. C'est ça, je me trouvais mariages, misogyne les de votes. choisir le A. Ah, c'est bon. Prochaine question, question numéro 12. Quelle était l'utilité de l'objet que l'on appelait un diable dans un chantier? Petit chariot pour transporter une charge, séchoir individuel fabriqué d'un bâton suspendu au plafond et sur lequel on plantait des clous pour faire sécher les vêtements, ou c'est une sorte de fourche? Le séchoir. Le séchoir, c'est une bonne réponse, oui. C'était individuel, c'est fabriqué d'un bâton, oui. Ça devait être le clou qui rappelait le diable. Qu'est-ce qui déterminait l'emplacement d'un campement forestier? A. La proximité d'un cours d'eau. B. La distance la plus proche du village. C. Le contremaître. La proximité d'un cours d'eau. La proximité d'un cours d'eau, probablement pour la On mettre drave. le bois sur le flottage au printemps. Oui, c'est ça. Question suivante, toujours à choix de réponse. Quel autre nom donnait-on au moulin à farine? La vannerie, la meunerie ou la mouline? Oui. Meunerie. La meunerie, exact. Question. Au moment de la traite des fourrures, les hommes chargés de transporter les marchandises de Montréal au Fort-Témiscamingue et les fourrures vers Montréal étaient appelés les voyageurs. Vrai ou faux? Oui, Vrai. c'est vrai. Ces hommes ont été des personnages importants dans l'histoire locale. On s'en cache pas. Là, à Montréal, au Fort-Témiscamingue, j'ose à peine penser la période de temps que ça prenait pour ça salver les mieux en descendant. Nous allons en savoir plus avec une présentation de notre collaborateur de la Société d'histoire du Témiscamingue, Jean-Yves Parent, qui est président de la Société d'histoire. On vous invite à écouter la capsule au sujet des voyageurs. On appelait voyageurs les gens qui maniaient le canot puis qui devaient partir de Montréal pour se rendre un peu partout à travers l'Amérique du Nord. C'est un métier qu'ils ont appris des Autochtones et c'est probablement le premier métier qui a été pratiqué en dehors de l'agriculture en Nouvelle-France. Les canotiers, qu'on appelait les voyageurs, partaient de Montréal avec de la marchandise pour aller distribuer, par exemple, ici à Fort-Témiscamingue et retourner à Montréal avec les fourrures que les gens du poste avaient achetées des Autochtones qui vivaient tout autour du lac. Un équipage sur ces gros canots-là, il comprenait de 6 à 8 personnes. Le capitaine, si on peut l'appeler ainsi, c'était le gouvernail. Lui, il s'assoyait, il s'installait à l'arrière du canot avec son aviron et c'est lui qui dirigeait le canot. Et à l'avant, il y avait le pointeur qui était un homme d'expérience et qui connaissait le lac et les rivières pour savoir là, où sont les obstacles. Les gens du milieu, donc les rameurs, on les appelait les gens du milieu et on leur donnait aussi le surnom de mangeurs de l'or. On les appelait mangeurs de l'or parce que, par opposition aux travailleurs qui vivaient à l'année au poste de Fort-Témiscamingue,
qui, eux, on les appelait les hivernants. Les hivernants mangeaient presque constamment de la viande sauvage parce qu'il y avait très peu de viande domestique ici, alors que les voyageurs qui partaient de Montréal et qui retournaient à Montréal, eux, mangeaient beaucoup de lard salé, d'où leur surnom de mangeurs de lard. Mais ces gens-là ont voyagé à travers l'Amérique du Nord pendant beaucoup d'années. J'ose à peine à penser la durée de ces voyages-là lorsqu'ils partaient de Montréal pour venir au Témiscamingue et l'inverse. Les hommes s'absentaient pour des périodes très longues. Moi, je pense aux travailleurs de chantier et tout ça, mais c'était comme ça dans le temps. Ça devait être le fait de... Plus que tu avances, plus que tu traverses la misère en avançant, plus que tu te dis il y en a moins en avant qu'en arrière, fait qu'on va continuer. Puis t'espères toujours que c'est moins pire en avant, mais finalement, tu finis par te rendre dans cette Aussi, dans optique-là. cet esprit-là. En faisant du canot camping, des fois, on fait ça souvent. On se dit, on vire-tu de bord? Non, on va continuer, ça devrait être moins pire. La prochaine question est concernant un objet, un vieil objet que je vous montre ici. Là des encore, gaufres. même les... Ah, tabarouette. Ça aide à faire entrer le sirop d'érable. Hein? Intéressant. Et puis, cet objet-là, quelle était l'utilité de l'objet? Pas de choix de réponse. Pas de choix de réponse. Oui, allez. Brasser des chevaux. Brasser des chevaux, vous direz non. Droit de réplique à Jean-François. C'était au niveau pour la laine des moutons. Oui. C'était pour l'étendre puis l'amincir. Oui, on La parle mémoire. d'ici du cardage de la laine qui consistait à démêler, lisser la laine des moutons avec les deux brosses. Après ça, on filait la laine sur un rouet pour en faire de la laine à tricoter. Effectivement. Oui. Bravo. Yes. Ah oui. Là-dessus, on donne le pointage. Ici, on a Jean-François Fortin qui mène la partie avec 8 points et Jean-François Trahan avec 4 points. La partie n'est pas terminée. C'est bon, j'ai plus le goût de déchirer Oh, mon contrat. On continue. Je vais quand même laisser l'objet là-dessus pour Nous continuer. inspirer. Nous inspirer, oui, dans nos vieilles choses. On continue donc avec les questions régulières à 1 point par bonne réponse, avec les choix de réponse habituels avec lesquels on continue. En 1907, le pensionnat de Ville-Marie ouvrait ses portes. Quel était son mandat? A. Former des femmes d'agriculteurs. B. Former des prêtres. C. Former des institutrices. Former des institutrices. Former des institutrices, c'est bien ça, oui. Le pensionnat de Ville-Marie, effectivement. Quelle surprise de taille attendaient les deux missionnaires Charles de Bellefeuille et Jean-Baptiste Dupuis à leur arrivée au fort Témiscamingue en 1836? A. Les choix de réponse, on est correct, hein? A. Le fort était inondé. B. Un feu de forêt avait détruit le fort. C. Il n'y avait qu'une seule famille algonquine. Feu de forêt. Feu de forêt? Ah, je suis désolé. Il n'y avait qu'une seule famille algonquine. 1836, moi je suis toujours surpris des années. On parle des centenaires ou de quoi que ce soit, là, mais 1836... Ouais, mais ça, c'était la traite des fourrures. Il y avait c'est pas encore de C'était village, pas encore maintenant. de village, exact. Mais ça a commencé quand même bien avant. Question suivante. Où était située la commission scolaire de Témiscamingue? A. À Ville-Marie. B. À Notre-Dame-du-Nord. Et C. À Lorrainville. Notre-Dame-du-Nord. C'était à Lorrainville. Ah. Et puis là, écoutez, je peux pas m'empêcher, là, mon père, Gabriel Bastien et Luc Bergeron, peut-être qu'ils ont tiré à couverte un peu, là, parce qu'ils ont travaillé fort dans le rapatriement de la commission scolaire. Ça fait partie des candidatons que je vais souligner aujourd'hui. Et pour répondre à la question suivante, quel modèle utilisait-on pour construire les écoles de rang? A. L'école se divisait en une seule partie où l'on retrouvait toutes les commodités. B. L'école se divisait en 2 parties, une pour l'habitat de l'institutrice et l'autre pour la classe. C. L'école se divisait en 3 parties, la cuisine, la salle de bain et la salle de classe. Jean-François Fortin. 2 parties. 2 parties, exact. La cuisine était dans la classe.
La cuisine est... OK. La première... C'est Ben, merci. je pense. En tout cas. Ah non, c'est... Le ça a poil bien du était bon là, sens. en tout cas. C'est exact. La première partie servait de l'habitat pour l'institutrice, tandis que l'autre, représentant les 2 tiers du bâtiment, servait de classe. Quelle est la municipalité située à l'extrême nord du Témiscamingue? Guérin, Nidlec ou Rimini? Jean-François. Réminier. Rémini, bonne réponse. Attendez, Roulier. moi. C'est... il y avait les... T'as pas fusionné encore? Qui est considéré comme le père de l'agriculture au Témiscamingue? Le frère Moffett. C'est le frère Moffett, exact. Dans les autres choix, on avait le frère Paquette et le père Pian, mais la bonne réponse, le frère Moffett. La prochaine question, c'est une question spéciale avec une image. Cette question vaut 2 points. Il y aura un droit de réplique si nécessaire. Sur la photo que vous voyez à l'écran de la télévision, voyez cette photo qui nous montre un joyau architectural du Témiscamingue. On y voit un château. Ma question, dans quel village? Jean-François Tran. À Verlechère. La Verlechère, exact. Ça aurait été construit par un monsieur Zachary Godette, qui aurait été racheté par un monsieur Albert Barrette. J'ai déjà été changé de porte-patio, là. Ah oui? C'est même assez impressionnant. C'est comme bâtiment? Hein? Moi, tout le temps, juste Le permis de décor, voir. en tout cas, il n'a pas changé au moins depuis les années 70 OK. en dedans. Ben là, peut-être, ça fait longtemps quand même, ça fait 5-6 ans de ça, mais ça a peut-être été rénové depuis. C'est un bon vieux bâtiment. Question Bonnie. Question à 3 points, droit de réplique, sur le Témiscamingue ontarien. Sur la berge du lac Témiscamingue, du côté ontarien, il existe un beau site à vue panoramique accessible par voie terrestre sur le chemin Silver Centre. Le Devil's Rock. Le Devil's Rock existe, exact. Sa paroi de pierre fait partie d'une falaise haute de 300 pieds à partir du niveau de l'eau. C'est le Devil's Rock. Il fallait que je te cherche. Le Devil's Rock est lié à Leslie McFarlane, l'un des auteurs les plus prolifiques du Canada. Il a été écrivain fantôme au service de Stratemeyer, produisant la série des Hardy Boys sous le nom de plume de Franklin W. Dixon. Ouais. On a eu des gens proches au Témiscamingue qui ont été liés à l'écriture, au cinéma. C'est toujours quelque chose de particulier aussi encore. On revient aux questions régulières, à 1 point, à choix de réponse. En 1910, combien coûtait le transport d'une vache de Témiscamingue à Ville-Marie sur le Météore? A. 2 $. B. 3 $. C. 4 $. Jean-François Trahan. 2 $. 2 $, mauvaise réponse. C'était 4. Aujourd'hui, là, tu t'es trompé pour 2 piastres. Mais dans le temps, la différence était majeure. Comment s'appelait le premier bateau à vapeur construit pour le transport? Le Météore. Je vais continuer la question. C'est pas la bonne réponse. Construit pour le transport des passagers sur le lac Témiscamingue, c'était la Minerve. J'avais le Théa Draper dans les choix de réponse et le Lady Minto. Mais Il n'y avait pas le Météore en plus. Il n'y avait même pas le Météore. Le plus, c'est que je t'avais laissé faire les choix de réponse. J'aurais su que ça aurait été à Minerve. Il y a un risque à s'essayer, puis c'est correct, des fois ça rapporte, puis c'est bon. Je vous encourage à le faire encore si vous en avez l'envie. Comment appelle-t-on le sable jaune découvert en 1925 aux environs de Guigues et qui entre dans la fabrication du verre avec lequel on fait les vitres et le cristal? Jean-François La Tremblay. silice. La silice, exact. J'avais le grevier et la terre jaune, là, mais on n'est pas là. Que devaient se procurer les nouveaux habitants qui désiraient obtenir un lot de terre? Un billet de location, un billet option d'achat ou un billet de loto? Un billet de location. Un billet de location, exact. C'est un contrat qui fixait les conditions d'établissement et d'obtention des titres de propriété définitifs. Question suivante. De quel arbre regorgeaient les forêts témiscamiennes dans les années 1800? Pain blanc. C'est effectivement des pins. J'avais même pas la précision. Dans les autres options, j'avais des bouleaux et des cèdres, mais exactement, c'est les pins. On arrive maintenant à la dernière question du match. Yes, sir.
Comment nomme-t-on l'île dans Duhamel-Ouest sur laquelle on retrouve... L'île du Collège. L'île du Collège. L'île du Collège, c'est la superficie de l'île a permis l'installation de plusieurs familles d'agriculteurs. C'est un Américain qui s'est construit une immense maison en baie de bois qu'on appelle actuellement le Château Cox. On a encore la possibilité d'avoir avec nous M. Parent qui nous donne les détails à ce sujet. Écoutons Jean-Yves. À partir de la deuxième partie du 19e siècle, la mode pour les riches Américains et les riches Canadiens de Montréal et de Québec, c'était de se construire des propriétés pour aller passer l'été loin de la ville. En 1894, Moses Brown, un marchand de Philadelphie, a acheté la propriété ici et s'est construit l'année suivante ce qu'on appelle le Domaine Brown, ou aujourd'hui c'est connu sous le nom de Château Cox. C'était un chalet non isolé et en pièce sur pièce de style shingle style. Le shingle style, c'est un style qui était adopté aux États-Unis où on bâtissait des édifices pièce sur pièce sur un salage de pierre et avec des pentes très pointues pour éviter que la neige ou la pluie reste et fasse des dégâts. On n'a qu'à penser qu'à cette époque-là, M. Brown devait partir de Philadelphie avec sa famille en train jusqu'à Montréal, de Montréal prendre le train jusqu'à Mattawa, de Mattawa changer de train jusqu'à Témiscamingue et de Témiscamingue à ici. À cette époque-là, il devait le faire par bateau à bord du Météore pour se rendre ici et passer l'été. C'était vraiment un plaisir de riche. Et la propriété a presque toujours été entre les mains d'Américains ou de Canadiens de Toronto, sauf depuis une quinzaine d'années, c'est la propriété d'un résident de Ville-Marie, M. Régent Jolette. Depuis 1978, l'édifice est classé monument historique par le ministère. Oui, le Château Cox, c'est toujours une pièce pour laquelle on parle. Moi, j'ai eu l'occasion d'y entrer une fois. C'est un bâtiment, j'ai trouvé ça sombre, mais les boiseries là-dedans, le sacrifice, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire. J'ai eu l'occasion de visiter avec un des anciens propriétaires, un des Américains. Tu as pu faire le tour comme Puis, il faut. oui, c'est de toute beauté. C'est ça, c'est les boiseries, c'est tout le travail du Oui. bois. Il y a de la tôle aussi à l'intérieur de ça, je pense, quasiment travaillé dans des plafonds. Oui, Même tout Dans est- ce temps-là, c'était de l'art qu'ils faisaient, c'était pas juste de bâtir pour bâtir. Oui, c'est ça. Carrément. C'est une structure, là. C'était des artistes, là. Oui, exactement. Et puis là-dessus, c'était la dernière question. Fait qu'avant de regarder le pointage final, vous me permettrez de revenir et de remercier les commanditaires. Merci à nos partenaires de ce quiz. On parle de Bonanza Fourniture, de l'Éden Rouge, des services informatiques Logitem, le cinéma et le théâtre du Rift et la Société d'histoire du Témiscamingue. Là-dessus, au niveau des pointages, notre gagnant est Jean-François Fortin avec 17 points. Et Jean-François Trahan, 8 points. Moi, je vous remercie tous les deux d'avoir participé au quiz. Oui, moi. Merci, Merci, les gars. Ça a été très aux agréable. Merci beaucoup. Et puis là-dessus, quand même, le perdant, chacun a ses prix, mais le perdant se mérite un laissez-passer au théâtre, au cinéma du Rift, ainsi que des livres Gracieuseté de la Société d'histoire que je présente ici immédiatement. Il y a le livre sur le Témiscamingue, il était une histoire de la Société d'histoire, puis moi, j'allais dire, je reçois un journal à la maison, La Minerve, mais il s'agit ici plus de volumes, de parties là, de plus élaborées de ça. Et puis, ici aussi, de TV Témis, c'est un sac avec des cadeaux de Télé Témis. Merci. Merci à vous deux. Et puis, on se retrouve à la prochaine occasion avec des participants additionnels pour une autre série du quiz, le jeu Témiscamingue, le quiz.